Le monde repose sur une promesse silencieuse, une promesse que bien peu osent remettre en question, la confiance dans la solvabilité des États-Unis. Chaque billet qui passe de main en main, chaque chiffre qui apparaît sur l'écran d'une banque ou dans l'application d'un investisseur n'est rien d'autre qu'un acte de foi. La foi que le Trésor américain tiendra ses engagements. La foi que le dollar restera fort. Mais cette confiance repose sur une montagne de dettes qui ne cesse de croître. Aujourd'hui, cette dette dépasse les 37 000 milliards de dollars. À titre de comparaison, elle représente plus de 119% de l'ensemble de l'économie américaine. Et le plus alarmant, c'est sa rapidité. Elle augmente de 1000 milliards supplémentaires tous les 5 mois. Imaginez un ménage qui gagne 100 000 euros par an, mais qui en doit déjà 120 000, et qui pourtant continue d'emprunter sans relâche. Telle est la situation de la grande famille américaine. Les intérêts de cette dette sont un gouffre sans fond. Rien qu'en 2024, le gouvernement a payé 881 milliards de dollars d'intérêts. Et les projections indiquent que d'ici 2025, ce chiffre dépassera 952 milliards de dollars. Imaginez ce que cela signifie. Près de 1000 milliards de dollars dépensés non pas pour l'éducation, la santé ou les infrastructures, mais uniquement pour maintenir un engagement envers le passé. Un fardeau qui absorbe l'énergie du présent et conditionne l'avenir. L'autre moteur de cette histoire est la création monétaire. Après les récentes crises, la Réserve fédérale a inondé l'économie de dollars pour financer les déficits et maintenir les marchés à flot. L'indicateur M2, qui mesure la quantité de monnaie en circulation, est passé de 21 900 milliards de dollars en mai 2025 à 22 190 milliards de dollars en août de la même année. Une augmentation historique qui, loin d'être anodine, a rendu les biens de première nécessité plus chers, a fait grimper les prix de l'immobilier et a pénalisé le pouvoir d'achat de millions de familles. L'argent était abondant dans les bilans, mais rare sur la table des ménages. Et, au cœur de ce paradoxe, le Trésor garde sous clé l'une des plus grandes réserves d'or de la planète. Plus de 8133 tonnes, soit l'équivalent de 261 millions d'onces Troy. Pourtant, dans ses livres, cet or est coté à la valeur symbolique de seulement 42 $ l'once. Un prix fixé il y a plus d'un demi-siècle, totalement déconnecté de la réalité actuelle du marché. C'est comme si une famille déclarait que sa maison valait toujours la même chose qu'en 1970, ignorant des décennies d'inflation et d'appréciation. Mais il n'y a pas que l'or qui repose dans ces coffres. Le gouvernement américain protège également des centaines de milliers de bitcoins saisis auprès de réseaux criminels et frauduleux. Un actif numérique qui, bien que parfois présenté comme l'or du XXIe siècle, a fait preuve d'une volatilité extrême. Entre 2021 et 2022, par exemple, il a chuté de 78%, passant de 69 000 $ à seulement 15 000 $. Un rappel que, dans le monde financier, la promesse de richesse peut se transformer en chute libre du jour au lendemain. Ce que vous voyez sous vos yeux est le prélude à un plan d'urgence. Une proposition combinant la réévaluation de l'or dormant, l'utilisation stratégique des bitcoins confisqués et la création de nouvelles monnaies numériques réglementées. 10 règles qui entremêlent données concrètes, métaphores révélatrices et réflexions profondes sur l'économie qui soutient nos vies. Le voyage que nous nous apprêtons à entreprendre n'est pas des plus aisés. Il nous invite à regarder au-delà des gros titres, à remettre en question la foi que nous tenons tous pour acquise. Car la question sous-jacente est la suivante. Et si la confiance qui soutient le dollar, et avec lui le monde entier, n'était pas aussi solide que nous le pensons? La montagne d'encre rouge. La première vérité dérangeante à laquelle nous devons faire face est que les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens. Leur économie, autrefois symbole d'équilibre et de force, vacille désormais sur une dette apparemment sans fin. Ce chiffre dépasse désormais 37 000 milliards de dollars. Oui, 1000 milliards. Un chiffre si énorme qu'il en devient presque irréel, si immense que notre esprit ne peut même pas l'imaginer. Si l'on comptait 1 dollar par seconde, il faudrait plus d'1 million d'années pour atteindre ce montant. Et pendant que vous écoutez cela, la dette continue de croître, seconde après seconde, dollar après dollar. Le système financier américain est devenu une machine qui a besoin d'emprunter pour respirer. Chaque année, le gouvernement dépense plus qu'il ne perçoit, beaucoup plus. Le déficit annuel dépasse désormais 7% du PIB, ce qui signifie que, pour 100 $ qui entrent dans les caisses de l'État, 107 sont dépensés. Imaginez une famille qui gagne 50 000 $ par an, mais qui en dépense 57 000.
Le problème, c'est que cette famille ne peut pas imprimer sa propre monnaie. Le gouvernement, lui, le peut. Et cette différence change tout. Lorsque la dette croît plus vite que la richesse du pays, l'équilibre naturel de l'économie est rompu. Aujourd'hui, les États-Unis doivent plus qu'ils ne produisent en une année. La dette équivaut à 120% du PIB. Autrement dit, le pays devrait suspendre toute activité économique pendant plus d'1 an et demi simplement pour rembourser ses dettes. Ce n'est ni tenable ni rationnel. C'est une boule de neige qui ne cesse de grossir à mesure qu'elle dégringole. Les agences de notation le savent, et c'est pourquoi elles ont commencé à abaisser la note de crédit du pays. Fitch, Moody's et Standard & Poor's ont déjà prévenu. Il n'existe aucun plan crédible pour réduire le déficit. Il n'existe aucune stratégie claire pour enrayer l'hémorragie budgétaire. Et chaque abaissement de la note fait trembler les marchés. Car cela signifie que prêter de l'argent au gouvernement américain devient plus risqué. Et quand quelque chose est plus risqué, cela coûte plus cher. Ainsi, les taux d'intérêt augmentent et avec eux, le fardeau de la dette s'alourdit. En 2024, le gouvernement a dépensé 881 milliards de dollars rien qu'en paiement d'intérêts, un montant supérieur à ses dépenses combinées pour la défense et l'éducation. Mais ce n'est pas le pire. Selon le Congressional Budget Office, cette facture continuera d'augmenter, atteignant en moyenne plus de 1400 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie. Imaginez ce que cela signifie. Cet argent n'est pas utilisé pour construire des routes, des hôpitaux ou des écoles. C'est de l'argent qui disparaît, englouti par les intérêts d'emprunt sans fin. Le problème n'est pas seulement économique, il est aussi philosophique. Nous avons construit un modèle basé sur la dette, sur la promesse d'un avenir qui devra toujours payer les factures du présent. C'est la même logique qui nous pousse à acheter des choses dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas. Mais lorsqu'un pays tout entier adopte cette mentalité, le résultat est une économie qui progresse sans terre ferme. Une économie soutenue par la foi et non par les faits. Et c'est là le véritable danger. Car l'ensemble du système financier mondial repose sur la confiance dans le dollar. Non pas sur l'or, ni sur des actifs tangibles, mais sur une promesse. Que les États-Unis paieront toujours ce qu'ils doivent. Mais que se passe-t-il si cette promesse est rompue ? Que se passe-t-il si les investisseurs, les pays et les citoyens commencent à douter ? À ce moment-là, le château de cartes s'effondre. Non pas parce que l'argent disparaît, mais parce que la confiance en lui s'estompe. Le dollar, par essence, n'est rien d'autre qu'un morceau de papier avec de l'encre. Sa valeur ne réside pas dans ce qu'il représente physiquement, mais dans ce qu'il symbolise émotionnellement et psychologiquement. La stabilité, la sécurité, l'ordre. Mais lorsqu'une nation vit endettée à hauteur de 120% de son PIB, lorsqu'elle dépense plus qu'elle ne gagne et dépend de la planche à billets pour survivre, ce symbole se fissure. Le dollar cesse d'être le roc sur lequel le système a été construit et se transforme en sable. Et le plus ironique, c'est que cette montagne de dettes, qui semble être une malédiction, pourrait aussi être une opportunité. Car chaque crise est une porte ouverte. Chaque dette, aussi importante soit-elle, peut se transformer en un élan vers un modèle plus conscient, plus équilibré et plus réaliste. C'est peut-être le signal d'alarme dont le monde avait besoin pour repenser son rapport à l'argent, à la richesse et à la consommation. Rien ne m'arrête, tout me motive. Écrivez ces mots si vous sentez que vous pouvez transformer vos dettes en opportunités. Car accepter la réalité est le premier pas vers son changement. Et reconnaître la montagne est le début de l'ascension. L'addict au déficit. Le gouvernement américain est devenu dépendant d'une politique de dépenses supérieure à ses revenus. Il ne s'agit plus d'une politique temporaire, mais d'une situation structurelle. Chaque année, il dépense plus, perçoit moins et s'endette pour continuer à fonctionner. C'est comme une personne utilisant une carte de crédit pour en payer une autre, prisonnière d'un cycle apparemment sans fin. En 2024, le déficit dépassait 7% du PIB. Et les projections indiquent que la dette publique passera de 97% à 118% du PIB en seulement 10 ans pour atteindre plus de 50 000 milliards de dollars en 2035. Les intérêts approchent déjà les 1000 milliards de dollars par an, un montant qui n'est pas investi dans le bien-être du pays, mais plutôt consommé pour entretenir la machine de la dette. Lorsque la Réserve fédérale baisse ses taux, le système respire. Mais lorsqu'elle les augmente, le coût explose. Une simple augmentation de 1% se traduit par des centaines de milliards de dollars d'intérêts supplémentaires. Cette fragilité ne touche pas seulement les États-Unis. Le dollar est le fondement du système financier mondial. S'il vacille, le monde entier est ébranlé.
Plus de 60% des réserves internationales sont libellées en dollars et toute altération de leur stabilité provoque une onde de choc sur tous les continents. La racine du problème n'est pas seulement économique, mais culturelle. Pendant des décennies, le système politique américain a préféré reporter les décisions difficiles. Augmenter les impôts ou réduire les dépenses est impopulaire et s'endetter est devenu une solution de facilité. Mais l'avenir est arrivé et la facture est sur la table. Aujourd'hui, des puissances comme la Chine et la Russie commencent à réduire leur exposition au dollar, se réfugiant dans l'or, les matières premières et les crypto-monnaies. C'est un signe de changement, un avertissement. Le monde commence à se méfier d'un modèle basé sur le crédit infini. Les accros au déficit croient pouvoir s'arrêter quand ils le souhaitent, mais l'histoire montre le contraire. Seules des réformes profondes peuvent briser ce cycle. Les États-Unis doivent redéfinir leur modèle budgétaire et leur rôle d'émetteur de monnaie mondiale sous peine de connaître une crise de confiance sans précédent. Reconnaître cette réalité n'est pas du pessimisme, mais de la maturité financière. Il s'agit de comprendre que chaque économie a des limites et que les accepter est le premier pas vers une nouvelle stabilité. Je savoure le succès et le bonheur dans ma vie. Notez-le si vous pensez qu'il est temps de vous libérer du cycle de l'endettement, non seulement financièrement, mais aussi mentalement. Car la véritable prospérité commence lorsque nous apprenons à vivre en équilibre. La machine à créer du dollar. Il existe une machine silencieuse qui soutient le modèle économique américain depuis des décennies. Ce n'est ni une usine, ni une mine, ni un puits de pétrole. C'est la Réserve fédérale. L'institution capable de faire ce qu'aucun autre agent du système ne peut faire. Créer de l'argent à partir de rien, littéralement. Convertir des chiffres numériques en pouvoir d'achat. Faire apparaître des dollars par une simple opération comptable. Cette capacité, que beaucoup considèrent comme un symbole de force, est aussi à l'origine de l'une des plus grandes distorsions financières du monde moderne. Après la pandémie de 2020, la Réserve fédérale a élargi son bilan comme jamais auparavant dans l'histoire. Pour éviter un effondrement des marchés, elle a acheté des obligations du Trésor, des titres adossés à des créances hypothécaires et toutes sortes d'actifs financiers. Elle l'a fait avec de la monnaie nouvellement créée, injectant des liquidités dans le système à un rythme sans précédent. Il en a résulté une expansion massive de l'agrégat monétaire connu sous le nom de M2, qui représente la quantité totale de monnaie en circulation plus les dépôts. En 2025, M2 a atteint 22 190 milliards de dollars, un chiffre supérieur de plus de 50% à son niveau d'avant la pandémie. En termes simples, les États-Unis ont créé plus de monnaie en 2 ans qu'au cours des 50 années précédentes. Imaginez une piscine sans fond. Chaque seau d'eau que vous y versez représente de nouveaux dollars en circulation. Au début, on a l'impression de remplir l'espace. Tout coule, l'économie se redresse. Mais avec le temps, on réalise quelque chose d'inquiétant. Plus on y verse d'eau, moins chaque seau a de valeur. Le même phénomène se produit avec la monnaie. Chaque nouveau dollar créé dilue la valeur de ceux qui existent déjà. C'est la loi fondamentale de l'offre et de la demande appliquée à la monnaie. Si davantage de dollars sont mis en quête de la même quantité de biens et de services, les prix augmentent. C'est l'inflation. Et même si cela semble technique, cela signifie en réalité que chaque dollar que vous avez en poche vaut moins. Pendant les années qui ont suivi la pandémie, des millions de personnes ont ressenti cet effet sans le comprendre. Le pain, l'essence, le loyer, tout coûtait plus cher. Mais peu savaient que la racine du problème résidait dans cette expansion monétaire massive. La monnaie perdait son pouvoir d'achat, car elle se multipliait plus vite que la production réelle de l'économie. C'était un impôt silencieux, ni décrété, ni voté, mais bien réel. Un impôt déguisé en stabilité qui réduisait la valeur de l'épargne et punissait ceux qui privilégiaient la thésaurisation plutôt que l'investissement. L'histoire montre que chaque fois qu'un pays imprime de la monnaie sans véritable soutien, la facture tombe. Parfois sous la forme d'hyperinflation, comme ce fut le cas en Allemagne dans les années 1920 ou en Amérique latine dans les années 1980, d'autres fois sous la forme de bulles financières et de crises de confiance. Les États-Unis, grâce à leur capacité unique à émettre la monnaie de réserve mondiale, ont pu retarder cet ajustement en transférant une partie du coût au reste de la planète. Mais cela ne signifie pas que ce soit sans conséquence, car l'inflation n'affecte pas seulement les prix, elle érode aussi la confiance. Et la confiance, en économie, est essentielle. Le dollar, autrefois adossé à l'or, ne repose désormais que sur la foi. La foi que le gouvernement et la Réserve fédérale agiront de manière responsable. La foi que les marchés continueront d'accepter ces billets comme réserve de valeur. Mais chaque fois que l'on crée de l'argent sans contrôle, cette foi s'affaiblit un peu plus.
C'est comme un fil invisible qui soutient le poids de l'ensemble du système financier mondial. À chaque expansion des bilans, à chaque sauvetage, à chaque relance monétaire, ce fil se resserre. Et personne ne sait quelle charge il peut supporter avant de se rompre. En fin de compte, ce phénomène nous oblige à réfléchir à la véritable notion de richesse. L'argent en soi n'a aucune valeur. C'est un symbole, une représentation de la confiance, de la productivité, de l'effort humain. Lorsqu'il se multiplie sans soutien, il se vide. C'est comme si on remplissait un coffre de billets, mais que l'or qui le soutenait autrefois n'y était plus. La véritable richesse ne se crée pas avec de l'encre ou des clés, mais avec du travail, de l'innovation et de la valeur réelle. Par conséquent, comprendre la machine à créer du dollar est non seulement une leçon économique, mais aussi spirituelle. Cela nous apprend que l'abondance ne dépend pas de la quantité de papier que nous possédons, mais de ce que nous sommes capables de générer, de construire et de contribuer. Car si le système imprime de l'argent, vous pouvez créer de la valeur. Et cette valeur est garantie. Elle réside dans vos connaissances, vos décisions et votre vision à long terme. J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie. Notez-le si vous pensez que votre valeur ne dépend pas des cycles d'inflation ou des politiques monétaires. Car le véritable pouvoir réside dans ceux qui comprennent le système et non dans ceux qui lui obéissent. Et la connaissance, contrairement à l'argent imprimé, ne se déprécie jamais. Or, oubliez. Alors que les dollars se multiplient sur les bilans numériques de la Réserve fédérale, un trésor silencieux sommeille sous des couches d'acier, de pierre et de secrets. Dans les coffres de Fort Knox, de West Point et de la Réserve fédérale de New York repose l'un des actifs les plus anciens et les plus solides du pays. 8133 tonnes d'or, 261 millions d'onces du métal le plus convoité de la planète. Aucun autre pays n'en possède autant. Pourtant, la valeur officielle attribuée par le gouvernement américain à cet or semble appartenir au passé. Seulement 42 $ et 22 cents l'once. Ce chiffre a été fixé en 1973, lorsque Richard Nixon a supprimé la convertibilité du dollar en or et que le système de Bretton Woods a pris fin. Depuis, le monde a changé. Mais dans les livres du Trésor, cet or reste figé dans le temps. Aujourd'hui, l'or s'échange autour de 2700 $ l'once. Si l'on appliquait ce prix réel au Trésor américain, les réserves dépasseraient 700 milliards de dollars. Mais, à leur valeur historique, le bilan officiel n'en affiche que 11 milliards. C'est comme si quelqu'un possédait un immense domaine avec des champs fertiles et des rivières d'eau pure, mais l'évaluait à son prix d'il y a un demi-siècle. Une fiction comptable qui ne reflète pas l'ampleur réelle de la richesse enfouie au plus profond de la nation. Pourquoi maintenir ce prix artificiellement bas ? Certains économistes affirment qu'il s'agit d'une tradition comptable, d'un moyen de préserver la stabilité symbolique du dollar sans le lier à la valeur de l'or. D'autres y voient un outil stratégique. Car si le gouvernement décidait d'actualiser cette valeur, il pourrait transformer brutalement son bilan, réduisant ainsi le ratio dette-actif et projetant sa solvabilité au monde entier. Autrement dit, il pourrait récapitaliser sans imprimer un seul billet de plus. Ce ne serait pas la première fois qu'une telle chose se produise. Dans les années 1930, en pleine Grande Dépression, Franklin D. Roosevelt a pris une décision audacieuse. Il a relevé le prix officiel de l'or de 267 à 35 $ l'once, soit près de 70% de plus. Cette mesure, bien que controversée, a permis au gouvernement de réévaluer ses réserves, de créer des liquidités internes et de stimuler l'économie sans dépendre exclusivement du crédit. C'était un moyen de transformer un actif dormant en source de puissance économique tangible. Aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, certains analystes proposent une mesure similaire, actualiser le prix officiel de l'or pour refléter sa valeur de marché et renforcer les finances du Trésor. Si cela était fait, les résultats seraient spectaculaires. En ajustant simplement la valeur des réserves au prix actuel, le gouvernement ajouterait près de 700 milliards à ses comptes. Cela réduirait automatiquement la pression sur la dette et renforcerait la position du dollar face aux autres devises. Il ne serait pas nécessaire de vendre une seule once. Il suffirait de réévaluer l'existant. Une décision comptable qui pourrait avoir de profondes conséquences psychologiques et financières, rappelant au monde que derrière le billet vert se cache encore un support physique, une source tangible de confiance. Mais au-delà des chiffres, l'or recèle une leçon qui transcende la finance. Depuis des siècles, il symbolise la permanence, la pureté et la valeur réelle face à la volatilité des marchés. Il est la mémoire matérielle de la richesse. Un métal qui ne rouille pas, ne se dégrade pas et ne dépend pas de promesses. Dans un monde où l'argent se crée un clic, l'or représente l'infalsifiable. Il est le fondement qui nous rappelle que toute économie a besoin d'ancrage, de fondation, de réalités tangibles qui nourrissent la foi dans le système. Et le message le plus profond réside peut-être dans ce paradoxe. Tandis que l'or physique est oublié,
Le monde court après les actifs immatériels, les documents, les données et les promesses. C'est comme si nous avions oublié la valeur de ce que nous possédons déjà. Le véritable défi n'est peut-être pas de découvrir de nouvelles sources de richesse, mais de reconnaître la richesse qui est déjà entre nos mains, dormante, attendant que quelqu'un la réveille. Je suis prospère et j'attire la richesse. Notez-le si vous sentez que comme cet or caché, il y a aussi une immense valeur en vous que vous ne voyez peut-être pas. Parce que toute prospérité commence lorsque nous reconnaissons notre propre trésor intérieur qui ne dépend pas des marchés, mais de la conscience de notre véritable valeur. Réévaluer le métal jaune. Imaginez un instant que le gouvernement des États-Unis décide de réveiller le géant endormi. Que, soudain, la valeur officielle de l'or, fixée à 42,22 $ l'once depuis 1973, soit actualisée pour refléter son véritable prix de marché. Aujourd'hui, l'once d'or dépasse les 3000 $. Le simple fait d'ajuster ce chiffre pourrait multiplier par 70 la valeur comptable des réserves nationales. Ce qui apparaît comme à peine 11 milliards de dollars se transformerait du jour au lendemain en près de 860 milliards. Une différence monumentale, presque suffisante pour couvrir l'intégralité du déficit budgétaire pendant un an sans émettre de nouvelles dettes. Cette opération ne nécessiterait ni creuser une seule mine, ni fondre un seul lingot d'or supplémentaire. Une signature, un décret, une réévaluation comptable suffirait. Le Trésor américain pourrait émettre un certificat reconnaissant la nouvelle valeur de l'or et le remettre à la Réserve fédérale. En échange, il recevrait des dollars nouvellement créés, non pas sous forme de prêt, mais d'échange de valeur. Il s'agirait essentiellement de réévaluer un actif sous-évalué depuis un demi-siècle. Une manœuvre technique certes, mais dotée d'une puissance financière colossale. Pour mieux comprendre, il faut remonter à 1934. En pleine Grande Dépression, Franklin D. Roosevelt était confronté à un effondrement économique. Les usines fermaient, les banques faisaient faillite et la déflation engloutissait la valeur de la monnaie. C'est alors qu'il décida de réévaluer l'or, portant son prix officiel de 26,67 $ à 35 $ l'once. À première vue, cela ressemblait à une manœuvre technique, mais elle eut des conséquences historiques. Cette simple réévaluation entraîna une expansion du bilan de l'État, permit la récapitalisation de la Réserve fédérale et jeta les bases solides du rétablissement de la confiance économique. Aujourd'hui, l'histoire pourrait se répéter sous une forme moderne. Dans un contexte de dette publique dépassant les 35 milliards de dollars, de taux d'intérêt qui étouffent le crédit et d'inflation qui érode le pouvoir d'achat, la réévaluation de l'or pourrait offrir une solution élégante. Ce serait un moyen de renforcer le bilan national sans accroître la dette. Si le Trésor actualisait sa valeur comptable, la différence de plus de 800 milliards pourrait être injectée dans l'économie sous forme de soutien monétaire. Il ne s'agirait pas de dette, mais de capitaux propres, et cette nuance change tout. Cependant, tout le monde n'y voit pas la panacée. Les économistes les plus orthodoxes avertissent qu'une telle mesure pourrait engendrer des effets psychologiques difficiles à contrôler. En reconnaissant officiellement que l'or vaut bien plus que le dollar, le gouvernement enverrait un message implicite. La monnaie papier a perdu son pouvoir réel. Cela pourrait affaiblir la confiance dans le système financier, poussant les investisseurs vers les actifs physiques et déstabilisant les marchés. La frontière entre une réévaluation prudente et une crise de confiance est parfois ténue. Mais au-delà des chiffres, cette idée recèle un message profond. Dans chaque économie, comme dans chaque vie, il existe des actifs dormants, des valeurs que nous avons oublié de comptabiliser. Comme l'or dans les coffres, il existe des talents, des idées et des ressources personnelles que nous n'avons pas valorisées à leur juste valeur. Revaloriser l'or est en quelque sorte une métaphore de l'éveil d'un potentiel caché. Cela signifie reconnaître que ce que nous possédons déjà peut avoir bien plus de poids que nous le pensons. La prospérité ne dépend pas toujours de la création, mais de la vision claire de ce que nous avons déjà entre les mains. Rien ne m'arrête, tout me motive. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous pensez qu'il est temps de revaloriser votre propre or intérieur. Peut-être vous êtes-vous valorisé à un prix dépassé pendant des années, alors qu'en réalité, votre essence, vos compétences et votre vision valent bien plus. À l'instar d'une nation qui décide d'ajuster le prix de son métal le plus précieux, vous pouvez, vous aussi, recalculer votre valeur et commencer à générer de la richesse à partir de ce que vous êtes déjà. Car toute transformation économique et personnelle commence par une honnête réévaluation de son propre trésor. La baleine Bitcoin.
Pendant des années, rares étaient ceux qui imaginaient que le gouvernement américain deviendrait involontairement l'une des plus grandes baleines Bitcoin de la planète. Il l'a fait non pas en tant qu'investisseur, mais grâce à sa lutte contre la cybercriminalité. Grâce aux opérations du FBI, du ministère de la Justice et de l'Agence de sécurité nationale, NSA, des milliers de bitcoins ont été saisis auprès de réseaux de cybercriminalité, de systèmes pyramidaux et de marchés illégaux du dark web. Aujourd'hui, cette somme s'élève à près de 198 000 bitcoins, pour une valeur de plus de 23 milliards de dollars. Un trésor numérique paradoxalement né de la criminalité, mais qui pourrait désormais contribuer à la stabilité économique du pays. Jusqu'à récemment, la politique officielle consistait à vendre ces crypto-monnaies aux enchères publiques. C'était certes un geste de transparence, mais aussi une erreur stratégique monumentale. On estime que le gouvernement a détenu plus de 400 000 unités Bitcoin à différentes époques. Cependant, la moitié a été vendue alors que sa valeur n'était plus qu'une fraction de ce qu'elle est aujourd'hui. Le conseiller présidentiel David Sacks a calculé que ces ventes, réalisées pour seulement 400 millions de dollars, auraient représenté plus de 17 milliards de dollars au prix actuel. Autrement dit, le gouvernement s'est débarrassé d'un actif en pleine croissance, renonçant à une plus-value qui aurait allégé une bonne partie du déficit fédéral. Une leçon coûteuse dans l'histoire des décisions financières gouvernementales. Mais les temps changent, et avec eux, les mentalités. En mars 2025, le président a signé un décret sans précédent, la création de la réserve stratégique Bitcoin. Pour la première fois, les États-Unis ont officiellement reconnu la crypto-monnaie la plus célèbre au monde comme un actif stratégique. Le décret stipule que toutes les crypto-monnaies confisquées par le gouvernement doivent être transférées au Trésor, où elles seront conservées par le gouvernement fédéral. De plus, il interdit expressément leur vente, sauf circonstances exceptionnelles telles que des transactions internationales ou des urgences économiques. Un virage à 180 degrés qui transforme un actif numérique auparavant considéré comme volatile et dangereux en une réserve de valeur reconnue par l'État lui-même. Cette décision a de profondes implications. Tout d'abord, elle marque un changement culturel au sein de l'appareil financier. Pendant plus d'une décennie, le Bitcoin a été perçu comme un symbole d'anarchie monétaire, un défi au système traditionnel. Cependant, sa rareté programmée, son indépendance vis-à-vis des banques centrales et son acceptation mondiale croissante en ont fait sorte d'or numérique. Si les monnaies fiduciaires peuvent être multipliées d'un simple clic, seuls 21 millions de bitcoins existeront à l'avenir. Cette limitation, en fait, aux yeux de beaucoup, un refuge contre l'inflation et la dévaluation. La nouvelle réserve stratégique reconnaît précisément cela. Dans un monde où le dollar s'affaiblit et où les banques centrales impriment de la monnaie sans retenue, détenir du bitcoin n'est pas une rébellion, mais une mesure de prudence. Mais cette décision cache une dimension plus symbolique. En détenant du bitcoin, le gouvernement accumule non seulement un actif numérique, mais aussi une promesse de modernisation. Il envoie au monde un message clair, l'ère de la monnaie a changé et les États-Unis sont prêts à s'adapter. Cette réserve pourrait servir d'instrument de secours, de tampon contre les crises futures ou d'outil diplomatique dans un contexte où les crypto-monnaies sont de plus en plus intégrées aux systèmes financiers mondiaux. Certains analystes spéculent même que dans un avenir proche, il pourrait servir de garantie dans les transactions internationales ou renforcer le dollar numérique en cours de développement. Au-delà de la macroéconomie, tout cela a une dimension plus intime. Tout comme le gouvernement a appris à ne pas dédaigner ce qu'il considérait autrefois comme du gaspillage numérique, nous devons nous aussi porter un regard neuf sur les actifs que nous sous-estimons. Peut-être, dans nos vies, existe-t-il des ressources, des compétences ou des idées que nous ne valorisons pas à leur juste valeur. Le Bitcoin, en ce sens, est une métaphore d'un potentiel négligé. Quelque chose qui semblait insignifiant et qui s'est avéré révolutionnaire. La sagesse financière ne se limite pas à acheter ou vendre, mais à reconnaître quand quelque chose a une valeur qui transcende le présent. Je privilégie le succès et le bonheur dans ma vie. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous pensez qu'il est temps de reconnaître la valeur de vos propres actifs. Tout comme le gouvernement réévalue son trésor numérique, vous aussi pouvez préserver ce que vous avez autrefois négligé. Parce que dans le monde de la finance, comme dans la vie, ce qui a vraiment de la valeur n'est pas toujours ce qui brille en premier, mais ce qui perdure, grandit et redéfinit l'avenir. Les crypto-monnaies comme garantie. L'initiative la plus audacieuse de la nouvelle architecture financière américaine ne consiste pas à imprimer plus de monnaie ou à emprunter davantage.
Il s'agit d'une mesure bien plus subtile, mais infiniment plus puissante. Utiliser l'existant comme base pour générer des liquidités. En mars 2025, un décret a discrètement transformé la manière dont le Trésor et la Réserve fédérale interagissent avec les actifs publics. Pour la première fois dans l'histoire moderne, la Fed a reçu l'ordre d'accepter des certificats adossés à de l'or apprécié et des crypto-monnaies confisquées. Autrement dit, l'or physique et le Bitcoin deviennent tous deux une garantie de valeur réelle contre laquelle de nouveaux dollars peuvent être émis. Imaginez ce mécanisme comme un grand coffre-fort à double fond. Le Trésor ne vend ni son or ni ses bitcoins. Il n'y touche pas. Il les dépose dans ce qu'on appelle un coffre-fort d'actifs numériques, un système conçu pour stocker de la valeur et non la dépenser. De là, des certificats représentant ces actifs sont émis et livrés à la Réserve fédérale. La Fed, adossée à ces certificats, peut créer de nouveaux dollars et les transférer au Trésor. Il en résulte une injection immédiate de liquidités dans l'économie sans pour autant augmenter la dette nationale. En substance, cela revient à hypothéquer un actif sans en perdre la propriété. Une opération comptable et stratégique qui multiplie la valeur de la monnaie sans générer de nouveaux passifs. Cette étape est bien plus qu'une décision technique. C'est le point de rencontre entre deux univers qui se sont opposés pendant des années. Le monde physique de l'or, symbole éternel de stabilité et de confiance, et l'univers numérique du Bitcoin, symbole de liberté et de décentralisation. Ensemble, ils représentent une nouvelle frontière de valeur. Selon des calculs récents, si l'on ajoute les réserves d'or des États-Unis, plus de 8000 tonnes, aux près de 200 000 bitcoins saisis, le total dépasse 780 milliards de dollars. Un chiffre qui peut servir de base solide pour garantir une partie de la masse monétaire du pays. Ce faisant, le gouvernement enverrait un message sans équivoque au monde. L'ère de la monnaie adossée à des actifs est de retour, mais sous une forme nouvelle. Il ne s'agit pas de revenir à l'étalon or classique, mais plutôt de construire un étalon hybride. Une alliance entre le métal précieux qui perdure depuis des siècles et le code qui définit l'économie numérique. Cela aurait des conséquences profondes. D'une part, cela renforcerait la confiance mondiale dans le dollar, aujourd'hui de plus en plus critiqué pour son émission illimitée. D'autre part, cela servirait d'exemple aux autres nations cherchant des mécanismes alternatifs à la dette éternelle. Si le dollar est adossé à des actifs tangibles et numériques, son pouvoir de monnaie de réserve mondiale pourrait perdurer pendant des décennies. Cependant, chaque coup de maître comporte des risques. Utiliser les crypto-monnaies comme garantie revient à accepter la volatilité des prix, un phénomène qui ne peut être contrôlé depuis les bureaux du Trésor. Si la valeur du Bitcoin s'envole, le gouvernement aura réalisé l'une des transactions les plus rentables de l'histoire moderne. Mais s'il chute, le soutien monétaire s'affaiblit et la confiance pourrait en pâtir. Il y a aussi le facteur géopolitique. En reconnaissant le Bitcoin comme un actif stratégique, les États-Unis lui confèrent une légitimité mondiale, ouvrant la voie à une concurrence silencieuse entre monnaies numériques étatiques et privées. C'est le début d'un nouvel ordre monétaire, où les frontières entre le public et le décentralisé commencent à s'estomper. Pourtant, au-delà des risques, il existe une vérité essentielle. La vraie valeur ne réside pas toujours dans ce qui est vendu, mais dans ce qui est sagement épargné. Le Trésor et la Réserve fédérale ont compris que le pouvoir ne réside pas dans l'accumulation d'actifs inertes, mais dans leur capacité à les faire travailler pour le système sans s'en séparer. C'est toute la différence entre richesse et abondance. La richesse s'accumule, l'abondance circule. Et cette mesure est, par essence, une manière sophistiquée de faire circuler la valeur sans la perdre. Cette idée peut également s'appliquer à la vie privée. Nous possédons tous des actifs invisibles qui pourraient soutenir nos objectifs. Savoir, temps, talent, réputation. Chacun de ces actifs est une forme d'or interne ou de bitcoin personnel. Et comme l'État, nous pouvons les transformer en garantie de nos rêves, en garantie de nos prochaines opportunités. Le secret est de ne pas les sous-estimer, d'apprendre à les mettre en pratique. Partagez votre vision dans les commentaires avec cette phrase. Je suis prospère et j'attire la richesse. Car, tout comme un pays peut générer des liquidités grâce à ce qu'il possède déjà, vous aussi pouvez créer l'abondance à partir de ce que vous possédez déjà. Ce qui vous soutient n'est pas toujours visible, mais il a le pouvoir de créer, de multiplier et de soutenir votre propre système financier interne. La révolution des monnaies numériques. Le troisième pilier de cette transformation économique est tourné vers l'avenir. En juillet 2025, le président a signé une loi susceptible de redéfinir le système financier mondial, la loi Genius, nom symbolique d'une réglementation marquant la naissance d'une nouvelle ère monétaire. Cette loi établit, pour la première fois, un cadre fédéral pour les stablecoins,
ou monnaie numérique stable. Il ne s'agit pas de crypto-monnaies volatiles, mais de versions numériques de monnaie traditionnelle, conçues pour maintenir une valeur fixe, généralement égale à $1. Mais ce qui est véritablement révolutionnaire, ce n'est pas leur existence, mais plutôt la manière dont elles seront garanties, réglementées et connectées au pouvoir de l'État. La loi Genius exige que chaque émetteur de stablecoins maintienne une garantie à 100% par des actifs liquides. Cela signifie que pour chaque dollar numérique émis, il doit y avoir un dollar physique, un bon du trésor ou un actif équivalent détenu sur un compte vérifiable. Fini les promesses creuses, fini les créations numériques sans fondement. Chaque jeton émis représentera une part réelle de valeur. Et cela change la donne, car cela garantit confiance, solidité et transparence dans un environnement jusqu'alors synonyme d'incertitude. De plus, la loi impose des barrières très claires. Elle interdit aux émetteurs de stablecoins de s'associer à des banques non réglementées, empêchant ainsi les institutions opaques ou peu recommandables de participer à la création de monnaies numériques. Elle exige également la publication de rapports mensuels sur les réserves, accompagnés d'audits vérifiables et de publications publiques. De plus, elle établit qu'en cas de faillite, les détenteurs de stablecoins auront la priorité sur tout autre créancier. Autrement dit, elle protège l'utilisateur avant la banque. Un renversement du paradigme traditionnel où les grands acteurs gagnaient toujours. Mais derrière tout cela se cache un détail stratégique. La loi Genius impose que les réserves de stablecoins soient investies principalement dans la dette publique américaine. Cela crée une nouvelle source de demande pour les obligations du Trésor, renforçant leur position d'actif le plus sûr au monde. Plus les stablecoins sont émis, plus les achats de dette publique augmentent, ce qui réduit les coûts de financement de l'État et maintient en vie le cœur du système, le dollar. C'est un coup de maître. L'innovation technologique ne se contente pas de créer de la monnaie numérique, elle soutient également l'architecture de la monnaie physique. Le résultat final est un écosystème où le dollar est numérisé mais pas perdu, où la confiance demeure le point d'ancrage, mais désormais renforcée par la traçabilité et la transparence de la technologie blockchain. Imaginez un dollar numérique accepté à l'échelle nationale, adossé aux mêmes réserves d'or réévaluées et de bitcoin confisquées que celles évoquées précédemment. Un dollar qui repose non seulement sur la confiance du système financier, mais aussi sur des actifs tangibles et programmables stockés dans des coffres-forts numériques. Ce serait une monnaie vivante, circulante à la vitesse du réseau, mais avec le poids et la sécurité d'un lingot. Cette révolution n'est pas seulement technologique, elle est philosophique. Pour la première fois, l'argent cesse d'être un morceau de papier ou un numéro sur un compte bancaire et devient un pont entre le physique et le numérique. L'économie mondiale entre dans une phase où chaque transaction laisse une trace indélébile, où la confiance est codifiée et où la transparence fait loi. Les citoyens ne se fieront plus uniquement à la parole d'une institution, mais à la vérification directe de leurs actifs. C'est le rêve des économistes classiques et des technologues modernes, une monnaie fiable, auditée et accessible à tous. Et surtout, cette loi positionne les États-Unis comme le chef de file de la révolution monétaire déjà amorcée. Alors que d'autres pays expérimentent des monnaies numériques centralisées, la loi Genius prône un modèle décentralisé et réglementé, connecté au marché réel. C'est un signe de puissance et de vision stratégique, car celui qui contrôle l'architecture de la monnaie numérique contrôlera le commerce, la finance et, in fine, l'influence mondiale pour les décennies à venir. J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous vous sentez partie prenante de cette transformation. Car la révolution financière ne se produit pas seulement sur les marchés, elle se produit aussi dans l'esprit de ceux qui osent la comprendre. Tout comme l'argent évolue, notre relation avec lui doit évoluer. Comprendre cette nouvelle ère ne se résume pas à être informé, il s'agit de se préparer à y prospérer. Le risque de volatilité. L'or a toujours été considéré comme la valeur refuge par excellence, la pierre angulaire de la sécurité financière. Pendant des siècles, il a représenté le pouvoir, la richesse et la stabilité. Rois, empires et banques centrales l'ont considéré comme le symbole d'une valeur apparemment éternelle. Mais même ce métal, que beaucoup croient intouchable, peut devenir une pente glissante. En 2011, l'or a atteint son plus haut niveau historique, approchant les $1 900 l'once. Rien ne semblait pouvoir arrêter sa hausse. Analystes et médias le proclamaient comme l'actif idéal. Mais le marché, implacable par nature, a montré un autre visage. À peine 4 ans plus tard, son cours a chuté sous les $1 100, soit une chute de plus de 40%. Entre 2012 et 2016, la perte a dépassé les $400 l'once. Un coup dur pour ceux qui avaient tout misé sur l'immuabilité de l'or. Imaginez maintenant une banque centrale qui maintiendrait sa stabilité grâce à ces chiffres.
Si vous achetez de l'or à son apogée et que son prix s'effondre, ce qui était autrefois un filet de sécurité se transforme en un trou dangereux dans le bilan. Et si cela se produit avec l'or, qui a des milliers d'années d'histoire comme filet de sécurité, que pourrait-il advenir d'un actif comme le Bitcoin, vieux d'à peine plus de 10 ans? Le Bitcoin a atteint son pic en novembre 2021, à près de 69 000 $ l'unité. Il était le symbole d'un nouvel ordre financier. Des millions de personnes pensaient assister à la naissance d'une richesse invincible. Mais en moins de 12 mois, cette même monnaie numérique a dégringolé à 15 476 $, une perte de 78%. Des milliers de milliards de dollars de valeur marchande se sont évaporés. Des fortunes entières ont été anéanties aussi vite qu'elles ont été créées. Si une banque centrale décidait de fonder sa politique monétaire sur une valeur aussi volatile, ce serait comme construire un gratte-ciel sur des sables mouvants. Cela peut paraître solide de l'extérieur, mais il suffit d'un mouvement brusque pour que tout s'effondre. L'or peut chuter de 40% en 4 ans. Le Bitcoin peut chuter de 78% en moins d'1 an. Comment une nation peut-elle maintenir sa stabilité avec un tel niveau de fragilité ? La volatilité n'est pas qu'un concept technique, c'est une force capable de briser la confiance, de ruiner les finances familiales et de révéler la fragilité du système. Pour certains investisseurs, la volatilité est une opportunité de multiplier leur capital en quelques jours. Pour d'autres, elle est la cause de la ruine. Et lorsqu'il s'agit d'un pays, des fondements de tout un système financier, le coût d'une telle instabilité est trop élevé. C'est pourquoi la connaissance devient le véritable refuge. Il ne s'agit pas de faire aveuglement confiance à un métal précieux ou à une crypto-monnaie. Il s'agit de comprendre les cycles, d'analyser les données et d'identifier les risques avant qu'il soit trop tard. Une richesse durable ne se construit pas sur des promesses ou des titres euphorisants, mais sur la discipline de lire la réalité avec sang-froid, même si cela peut être douloureux. L'or nous a appris que même ce qui semble éternel peut s'effondrer. Le Bitcoin nous rappelle que l'euphorie a toujours un prix. La leçon est claire, il n'existe pas de refuge absolu, ni de garantie invincible. Nous ne disposons que de notre préparation, de notre capacité à interpréter le marché et à ne pas céder à l'illusion d'une sécurité absolue. Et maintenant, faites de cette réflexion votre mantra. Écrivez dans les commentaires « Rien ne m'arrête, tout me motive ». Que cela vous rappelle que même dans un monde où les marchés sont instables, la véritable force réside dans votre préparation, vos connaissances et votre détermination à voir au-delà des apparences. L'effet domino mondial. Lorsque l'on parle du dollar, il ne s'agit pas seulement d'une monnaie, il s'agit du centre de gravité de l'économie mondiale. Aujourd'hui, environ 58% des réserves officielles des banques centrales sont libellées en dollars. L'euro est loin derrière avec seulement 20%. Le yen japonais est encore plus loin derrière, avec 6%, et le renminbi chinois est presque insignifiant, avec seulement 2%. Le message est clair, la confiance dans le dollar soutient les fondements de l'économie mondiale. Mais il existe un fait encore plus convaincant. Les investisseurs étrangers détiennent environ 9 000 milliards de dollars d'obligations du Trésor. Cela représente près d'un tiers de l'ensemble des titres de dette publique américains négociables. Autrement dit, une grande partie du moteur qui fait tourner les États-Unis est entre les mains de pays, de fonds et de banques situés hors de ses frontières. Cette interdépendance fait de la dette américaine une sorte d'épine dorsale pour le reste du monde. Imaginez maintenant ce qui se passerait si la Réserve fédérale décidait d'adosser le dollar à des actifs aussi volatiles que l'or ou le Bitcoin. Une simple étincelle de doute pourrait déclencher une tempête. Si les pays qui thésaurisent obligations et réserves commençaient à les vendre pour se protéger, l'effet domino serait immédiat. Une vente massive ferait chuter la valeur du dollar, et lorsque la monnaie de référence chuterait, le monde entier tremblerait. L'impact serait dévastateur. L'inflation monterait en flash non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Le prix des denrées alimentaires augmenterait considérablement, l'énergie deviendrait un luxe et les biens de première nécessité atteindraient des niveaux inimaginables. Le dollar, ce géant autrefois invincible, se révélerait comme un colosse aux pieds d'argile, entraînant dans sa chute toutes les économies liées à son ombre. Ici, la leçon est encore plus profonde. La mondialisation n'est pas qu'un terme académique, c'est une toile dont chaque fil est lié aux autres. Si le dollar chute, les économies qui en dépendent chutent également. Il n'y a plus de refuge lorsque l'épicentre de la confiance se fissure. Il ne reste plus qu'à se préparer émotionnellement et financièrement pour traverser ces tempêtes. Faites de cette réflexion un rappel de force. Écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie ».
Car même face aux mouvements mondiaux les plus imprévisibles, votre attitude peut être l'ancre qui vous maintient solide au milieu des vagues. Pour conclure, un horizon incertain. Vous avez entrepris un voyage combinant données concrètes, exemples historiques et métaphores puissantes. Nous avons vu comment une nation au déficit toujours croissant cherche à réinventer ses finances en se tournant vers l'or oublié, les bitcoins confisqués et la promesse de monnaie numérique stable. C'est un plan audacieux, conçu pour éviter l'effondrement et maintenir à flot la plus grande économie mondiale. Mais c'est aussi un plan fragile, car il repose sur des actifs dont la valeur peut s'évaporer en quelques jours. La réflexion finale est claire. La stabilité ne se trouve pas dans les lingots ni sur les écrans affichant des graphiques. La véritable stabilité réside dans la confiance, la discipline et la gestion responsable des ressources. Les marchés fluctuent, les devises se renforcent et s'affaiblissent, mais la confiance est la seule chose qui, une fois perdue, met des générations à se reconstituer. Si cette histoire vous a touché, c'est que vous êtes prêt à porter un regard différent sur l'économie. Non pas en spectateur passif, mais en personne consciente que chaque chiffre et chaque décision nous affectent directement. Abonnez-vous et rejoignez-moi dans ce voyage vers une compréhension plus profonde de l'économie qui façonne nos vies. Ensemble, nous pouvons questionner, apprendre et chercher des réponses qui nous permettront de prospérer dans un monde de plus en plus complexe, mais aussi plein d'opportunités pour ceux qui savent voir au-delà des apparences.